Donc, bonsoir à toi, Quentin. Alors, qui es-tu rapidement et pourquoi t'intéresses-tu à tous ces sujets, donc d'archéologie et notamment tout ce qui est métrologie, plus précisément dans l'Antiquité, la Haute Antiquité ou même la protohistoire? Bah écoute, tu as défini en fait comme chercheur indépendant. En fait, c'est à l'origine, c'est plutôt chercheur passionné, puisqu'en fait, je me suis passionné pour le sujet en 2012. Et donc, en fait, ça fait 7 ans que ça occupe mon temps libre, en fait, beaucoup mon temps libre. Et donc, un jour, il a fallu que j'ose partager un petit peu le fruit de mes réflexions. Et ce faisant, ça m'a permis de confronter, de discuter et de rencontrer des gens. Et donc, petit à petit, d'avancer et de progresser et de pouvoir améliorer petit à petit les réflexions. Et donc, il arrive régulièrement en fait, que je poste des choses en fait, qui sont le fruit de mes recherches. Et je sais très bien qu'elles sont un peu à contre-courant en fait, de ce qu'on voit, ce qu'on dit officiellement de l'histoire. Et ce que je trouve regrettable, en fait, c'est qu'on ne peut pas en discuter globalement. Il n'y a jamais de discussion de ça. Et donc, je suis vraiment content qu'on puisse ce soir en fait échanger sur le sujet parce que régulièrement en fait ça arrive qu'on m'envoie des messages et jamais il y a vraiment d'échange réel avec les gens. C'est-à-dire que sur le terrain, il m'est arrivé de rencontrer des archéologues et des fois d'essayer de discuter, mais très rapidement en fait on ne souhaite pas discuter. Alors, donc, je suis Alexis Sédou, je suis moi historien et archéologue, hein, j'ai les doubles formations. J'ai un parcours, en fait, j'ai repris mes études il y a une grosse dizaine d'années hein, pour choisir ce que j'aime faire, c'est la recherche en histoire et en archéologie. Hein. C'est vraiment mon point principal. Je suis passionné par ce que je fais. Moi, je suis plutôt spécialisé sur les périodes médiévales au Moyen-Âge et Antiquité, hein, c'est ce qui m'a le plus intéressé, et je travaille toujours dessus. Et je suis d'abord ravi de pouvoir être sur cette chaîne. Je remercie d'abord Ludovic hein, de nous accueillir hein, dans ce débat, ce qui est toujours déjà une chose agréable, hein, dans de très bonnes conditions depuis le départ. Et je suis assez content également de parler avec Quentin Leplat, avec lequel nous avons eu quelques passes d'armes à travers des messages, hein, qui sont des choses logiques entre chercheurs, hein, et avec lequel, effectivement, je suis ravi de discuter sur des questions de méthode essentiellement, parce que je ne crois pas tellement qu'il y ait des chercheurs alternatifs ou pas alternatifs, je crois qu'il y a des méthodes de recherche essentiellement, et que ces méthodes de recherche, c'est ça qui est essentiel dans le travail sur les sciences anciennes, de l'histoire, de l'archéologie, de l'histoire de l'art. Je crois que c'est ça les éléments principaux. Je trouve ça intéressant ce que tu as dit sur le fait de alternatif, officiel, etc. Je pense que c'est un petit peu stérile de catégoriser l'archéologie en une officielle qui n'existe pas en soi, Bien et sûr, alternative, il n'y a pas d'alternative, on fait de non. l'archéologie ou on n'en fait pas. Mais en fait, quand j'intègre le mot historique dans la métrologie, en fait, ça consiste à étudier la mesure, de la première mesure connue de l'histoire jusqu'à nos jours, en fait, et de voir s'il y a un lien entre les premières mesures et les mesures qui ont avancé jusqu'à nos jours, en fait. C'est là où on n'est déjà pas Voilà. du tout d'accord, parce que, à mon sens, l'élément historique, c'est qu'on travaille sur les sociétés du passé. Et à rester uniquement sur les mesures, on va être sur des accumulations de chiffres qui n'ont pas forcément de rapport important entre eux, hein, parce que les mesures, avant tout, ce sont des conventions utilisées par des États, des conventions utilisées par des sociétés, afin de commercer, de mesurer, d'arpenter, de calculer l'impôt. Et je pense que c'est là un des éléments essentiels sur lequel on achoppe, c'est que l'étude des mesures en tant que telle n'a pas un grand intérêt outre qu'accumuler des chiffres. En revanche, l'étude des sociétés qui utilisent ces mesures, pourquoi elles les utilisent, comment elles les utilisent, comment les transmettre s'il y a transmission, me paraît beaucoup plus important. Et c'est ça où je pense que l'histoire joue un rôle essentiel, c'est qu'on travaille sur les sociétés. On ne travaille pas uniquement sur les objets physiques que l'on a, mais bien sur l'emploi, l'utilisation, l'usage pour des raisons économiques, sociales, politiques, c'est variable de ces mesures. Donc en fait, je pars pas d'un a priori, ça a été fait. Voilà, je ne vais pas forcément me pencher directement dans les bouquins. Je commence par cette méthode-là, et ensuite je vais voir ce qu'on dit un petit peu sur le sujet dans les livres ou dans les publications scientifiques, tout simplement. D'accord. Bon, Je vais arrêter le partage d'écran. Attends, je l'arrête. Oui, Hop, oui, pas de problème. c'est bon. Bon,
c'est singulier hein, comme méthode, hein, parce que le problème, et le problème essentiel, hein, c'est que quand on travaille en métrologie, quand on cherche les méthodes de métrologie, hein, qui sont la métrologie historique, c'est assez ancien, mais ça s'est surtout redéveloppé dans les années 70, hein, on part d'abord de ce qu'on connaît, et c'est toujours une des méthodes en histoire. C'est pour ça que j'insiste sur ce côté historique, c'est qu'en histoire, on parle de ce que l'on a. Hein, c'est-à-dire ce qu'on a, c'est-à-dire... Pardon ? C'est ça qui est délicat. Il y a des endroits où on n'a rien. Ah ben, quand on a rempli un document, et ben, quand on est rien, obligé de partir de l'observation. En fait. Et ben, quand on n'a rien, Voilà. et bien justement, on peut dire qu'on n'a rien, parce que tout n'est pas forcément construit selon des méthodes qui ont été pensées, et parfois des espaces que l'on connaît parfaitement. En fait, on n'a jamais rien. On n'a rien pour l'historien. Si, on peut rien avoir. Non, je suis désolé avec vous. Non, il y a des fois, on n'a rien. Je vous coupe. Alexis, reprends ton raisonnement pour le développer. Oui, Quentin, tu pourras revenir justement, ça sera intéressant sur cette absence juste après, comme ça on pourra renchaîner sur ça. Ça sera intéressant. Encore une fois, c'est un des principes des méthodes hein, que l'on a en histoire, hein, c'est qu'on part de ce que l'on a. Alors, en métrologie, on part de quoi ? On part d'abord de ce qui est le plus logique, c'est-à-dire les étalons physiques, hein, c'est-à-dire effectivement comme ce qu'on a retrouvé dans une tombe royale, une coudée, pas une tombe royale, pardon, je pense à la tombe de Maya en Égypte, hein, une petite coupure. Tombe de Maya en Égypte qui est le maître de Toutankhamon, ou dans la statue de Gudea de Lagash des mesures. Donc ça, c'est la première chose, parce que ça, ce sont des étalons physiques qui sont gravés et qui sont utilisés avec une précision plus ou moins importante, mais au moins c'est le premier élément. Et en métrologie, ce que par exemple explique Jomard dès 1820, hein, c'est qu'on commence par les éléments physiques. Quand on n'a pas d'éléments physiques, et ça arrive, hein, c'est le cas de la Grèce ancienne par exemple, hein, et bien, quand on n'a pas d'éléments physiques, parfois on a dans des textes, et c'est le deuxième élément qu'on utilise, des mesures des bâtiments, temples ou autres, hein, avec leur équivalent dans la mesure de la cité ou de la culture en question. Évidemment, on fait une division. Si on n'a pas ces deux éléments-là, il reste enfin le calcul, mais le calcul reste un élément extrêmement aléatoire. Parce que qu'est-ce qu'il faut calculer ? Et c'est bien le problème. Est-ce qu'on doit calculer le bâtiment avec ses murs extérieurs, uniquement ses murs intérieurs ? Est-ce que la pièce compte ? Est-ce que le bâtiment n'a pas été modifié entre sa première et sa deuxième structure? Des bâtiments modifiés en Égypte, en Grèce, à Sumer, c'est permanent. Enfin, je veux dire, prenons l'exemple mésoaméricain. Quelle est la base que l'on peut calculer sur un temple mésoaméricain qui souvent est construit l'un sur l'autre? Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'est le dernier? Lequel fonctionne? Donc, prendre la mesure du bâtiment, c'est extrêmement compliqué. Ensuite, vient le deuxième problème, qui est évidemment le problème que vous évoquez. Ce n'est pas le cas pour la grande pyramide de Gizeh, la mesure est extrêmement précise. Aucune mesure n'est extrêmement précise. Ça, le terme de précision, c'est un terme qui est à nous aujourd'hui. Et ce qu'on sait de la pyramide de Gizeh, c'est uniquement des mesures qui ont été faites après que la pyramide était extrêmement dégradée. On n'a pas d'éléments précis. On a, si tu veux, les savants qui l'ont étudié, et même les derniers, Glenn Dash. Moi, je veux bien qu'on parle des savants qui l'ont étudié, mais je trouve que ce serait intéressant que vous disiez qui et à quel moment, parce que c'est très important de savoir qui et comment ça a été étudié. Les derniers savants qui ont étudié la Grande Pyramide, alors, comme Glenn lesquels Dash, par exemple. La Grande Pyramide. Glenn Dash, qui a étudié la Grande Pyramide. D'accord. Il a repris le travail de Petrie, il a repris le travail de Lehner, il a repris le travail de ces gens-là, de J.F. Cole. Et en fait, tous ces savants-là arrivent aux mêmes conclusions sur les dimensions de la pyramide. Donc, sur les dimensions de la Grande Pyramide, on a une mesure qui est extrêmement précise. Et oui, mais c'est différent d'entre dire qu'il y a une mesure qui est extrêmement précise et de dire que la pyramide est précise. Hein, c'est pas la même chose. Extrêmement précise cette mesure sur la Grande Pyramide. Non, mais attendez, je reviens à ce que je suis en train de dire. La précision. Oui, je reviens à ce que je suis en train de dire. C'est pas la même chose de dire qu'on a une mesure précise, parce qu'on sait la calculer et qu'on arrive à un élément, et de dire que la pyramide est précise. C'est pas du tout la même chose. Oui, mais quand on parle d'un élément comme la Grande Pyramide, et quand on parle de la construction de la Grande Pyramide, on a des incertitudes. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et effectivement, on a des interprétations. Mais ce que l'on fait, et c'est ce que l'on fait toujours en histoire, on prend la globalité des éléments que l'on a. Et c'est ça qui est essentiel. Et effectivement, il reste après des éléments qui sont interprétés. Mais on part surtout, de ce que l'on a physiquement, de ce que l'on a comme texte, de ce que l'on a comme élément. Et on part pas sur une création de données. Royale, on est bien d'accord, la Coudée royale, elle existe. On a des éléments de Coudée royale et on a fait des relevés sur il y a Gilles Dormion qui a également énormément mesuré la Grande Pyramide.
Et tous les gens qui ont fait des études poussées sur la Grande Pyramide sont d'accord pour dire qu'on a une coudée royale précise qui a été employée à 52,36 plus ou moins. Alors, 52,36, non, 52,36, on ne va pas rentrer dans les débats de chiffres. On va pas rentrer dans les débats de chiffres, mais on va repartir. Attendez, Quentin, Quentin, on va pas partir sur les débats de chiffres, mais c'est là où j'insiste sur les méthodes. 52,36, c'est un chiffre qui était obtenu par des calculs. Or, non, elle a été obtenue par des mesures et des évaluations statistiques. Des calculs, des évaluations statistiques, on est d'accord. Évaluation statistique égale calcul, on est bien d'accord. Sauf que, Quentin, sauf que l'élément, on a des étalons physiques, on a des coudées. Exactement. On en a 4. Elles font 52,5. 4 majeurs 52,5. Mais lorsque l'on reprend aujourd'hui les travaux qui ont été faits sur les mathématiques égyptiennes, hein, je cite, c'est un ouvrage que j'ai mis en référence, hein, Aude Groth-Beller qui a fait un gros travail d'archéologie égyptienne, elle donne le chiffre de 52,5 hein, pour la coder, avec une petite variation, hein, et pas de 52,36. Alors, 52,5, si tu veux, c'est là où je ne suis pas d'accord avec ces égyptologues. En réalité, les égyptologues choisissent cette mesure-là parce qu'ils n'ont pas, du coup, à discuter de la précision de la mesure de la coudée royale. Mais parce qu'il n'y a pas de précision. 52,5, en fait, si tu veux, c'est comme si, en gros, ils ont retrouvé des coudées. Il y a eu quelques coudées qui ont pu être altérées, abîmées. Et donc, on ne veut pas admettre que les Égyptiens aient eu le souci d'étalonner la mesure. Donc, on dit que les Égyptiens n'ont pas été précis, ils ont une mesure de 52,5, etc. Il n'y a, à mon avis, pas de difficulté à montrer que la coudée a mesuré 52,36, plus ou moins, je vais t'accorder un dixième de millimètre. Alors, on n'est pas du tout d'accord sur les méthodes, encore une fois. Parce que, mais également Newton qui avait également proposé ça avant même qu'on découvre la coudée royale. Et Newton l'avait déduit en mesurant la Grande Pyramide. Donc, en fait, nier la précision de la coudée royale à 52,36, plus ou moins un dixième de millimètre, ce n'est pas du tout, je dirais, une démarche scientifique. On n'est pas du tout dans quelque chose de scientifique. On est dans quelque chose d'approximatif. Et là, on n'est plus dans la métrologie. Si on introduit des marges d'erreur colossales, on n'est plus dans la métrologie et on refuse de débattre en fait, de la précision de la métrologie. Dire que l'on part des calculs pour arriver à un système de mesure ou un étalon. Les étalons retrouvés. Alors, dire qu'on part des calculs parce que vous dites Newton a calculé à partir de, parce que Petri est à partir de, c'est déjà inverser la métrologie. C'est déjà inverser la métrologie. Le deuxième élément, c'est que si des gens comme Aude Groth-Beller, comme Dieter Arnold, hein, je cite un deuxième travail, Dieter Arnold, il a fait un énorme travail sur la construction des bâtiments à l'époque, l'ancien Empire et Moyen Empire. Hein, j'ai lu son document. Eh bien, Dieter Arnold, Aude Groth-Beller et 52,32,9 au maximum. C'est sa marge d'erreur. Aude Groth-Beller et l'autre, et Dieter Arnold, hein, ils sont toujours sur des 52,5. Dieter Arnold, il est sur 52,32 et 52,32,9. Oui, mais vous voyez, la marge d'erreur, elle est importante. Et les chiffres qui sont que vous donnez, c'est la marge d'erreur maximum. Oui, mais le problème, c'est que les chiffres que vous donnez de 52,36, c'est un chiffre qui sort c'est un chiffre qui est un petit peu dérangeant, je comprends bien. Il n'est pas dérangeant, il est juste incorrect. Parce que si on l'accepte, ce chiffre-là. Trois choses. D'abord, je suis obligé, hein, je suis désolé, mais c'est le côté pointilleux de l'historien, mais Dieter Arnold, il ne donne pas ces chiffres-là. Hein, c'est de page 251 de son livre Building in Egypt. Hein, il donne entre 52,3 à 52,9 pour la coudée royale. Donc déjà, ça pose un problème. Hein. 52,36, encore une fois, c'est un chiffre qui est choisi de manière relativement arbitraire, qui est repris par d'autres auteurs, notamment Funkelett, on aura tendance à parler, parce qu'il arrange dans des relations qui ont été créées ensuite. Et ça, c'est un autre problème. Bon. Deuxième élément, l'astrogéométrie, c'est quelque chose qui est assez difficile à fonder. Alors, les archéologues ont eu beaucoup de mal à justement travailler sur le rapport entre le ciel et les humains, hein, parce que c'est une question compliquée, surtout à l'époque où il y a effectivement peu de textes. Parce qu'encore une fois, les archéologues, les historiens, ils partent sur des choses concrètes. Néanmoins, il y a des travaux qui ont été faits, des travaux assez importants, hein, depuis une trentaine d'années, hein, notamment autour de Ruggles. Et ils ont définit des éléments précis, hein, de manière claire, pour essayer de mettre en avant cette relation qui existe. Parce que les archéologues, aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il y a 40 ans, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, ne nient pas
qu'il y a des relations, effectivement, entre les hommes et le ciel. Et ils définissent de manière claire que l'archéoastronomie, c'est le terme qu'on emploie, hein, c'est l'étude des croyances et des pratiques concernant le ciel dans le passé, en particulier en l'absence de documents écrits, parce que sinon c'est de l'archéo, c'est plus de l'archéo, c'est de l'histoire, hein, évidemment, c'est l'astronomie. C'est défini par ce qui aujourd'hui est probablement le maître à penser de cette discipline, hein, Ruggles, qui a eu beaucoup de mal à le mettre en place, hein, mais on est dans des relations humaines, pas dans des relations géométriques. Et c'est encore ça sur lequel j'insiste. C'est qu'on travaille sur des sociétés humaines. Et là, votre démonstration où vous faites des liaisons entre des angles et des chiffres, c'est de l'empilage de chiffres. C'est uniquement des données que vous avez plus ou moins choisies, qui fonctionnent dans votre raisonnement. Alors, on recommence avec la coudée de 52-36 qui rentre dans votre raisonnement, l'autre ne rentrerait pas, hein, mais vous oubliez un élément qui est, à mon sens, essentiel, c'est qu'on travaille sur des sociétés humaines, sur des gens. Ce que je vous ai montré là, ça vient le renforcer, puisque je vous ai montré que la mesure de la coudée royale est reliée à l'astronomie et à la mesure locale du méridien. Avec juste trois petits problèmes, quand même, qui me semblent relativement essentiels. Un, votre mesure de la coudée royale, vous la choisissez parce qu'elle rentre dans votre schéma. Ça, c'est un problème de méthode absolument gigantesque. Deuxième élément, aucun texte ne fait de lien entre l'un et l'autre, hein, parce que je vais être très clair, hein, votre liaison entre le maître et la coudée royale. Si, il y a la publication de Guya Priskine qui fait le lien entre la coudée royale et la mesure de la Terre. Attends, Quentin, laisse Alexis poser les trois éléments et tu réponds juste après. C'est un autre problème. Hein. Mais pour reprendre cette question d'empilement de chiffres et pour revenir sur les questions de méthode, votre lien entre le maître et la coudée royale, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigez si j'ai de bêtises évidemment, hein, c'est que lorsque vous divisez pi en mètres par 6, vous arrivez à la coudée royale. On est d'accord? Oui, entre autres. Bon. Alors, pourquoi par 6? C'est un élément qui n'existe. Et pourquoi pas par 8, par 12, par 25? Donc, oui, mais pourquoi pas? Donc c'est un hasard, on est bien d'accord. Pourquoi pas? C'est un hasard. Si vous ne prenez pas le chiffre, si vous ne prenez pas votre chiffre de 52-36 et que vous divisez par 6, donc c'est déjà deux hasards importants, hein, vous n'arrivez pas à la relation avec le maître. Et le problème, il est là. C'est que vous avez besoin de mettre dans votre hypothèse deux postulats que vous ne pouvez pas démontrer. Même chose, vous partez sur le chiffre pi. Bon, alors, il faudra d'abord savoir que si pi est existant à l'époque égyptienne. Mais même s'il n'est pas existant, ce n'est pas du tout la question. On a que même s'il n'est pas existant. Ça ne vous pose aucun problème. Ça ne vous pose aucun problème de sortir pi. Non, ça ne vous pose aucun problème. Alors là, je suis désolé, mais je suis un peu effaré parce que vous sortez un chiffre qui n'existe pas, vous faites une relation entre coudée royale sur une mauvaise mesure, maître dont il n'est pas évident qu'il existe, et pi, et vous dites, c'est pas grave si ça n'existe pas. Le problème, c'est que... Au contraire, ça existe. Ce qui est pas grave, c'est de ne pas avoir de documents écrits qui en parlent. Vous citez un livre qui est très intéressant, qui est celui de Catherine Rossi, hein, qui est un travail sur effectivement le rapport entre mathématiques et construction dans l'ancienne Égypte. Hein. Or, page 88 de ce livre, hein, elle développe tout le premier chapitre sur l'existence des mathématiques en Égypte. Hein. Vous le citez sur votre article sur les relations géodésiques entre la pyramide. Eh bien, elle commence sa conclusion en disant « J'ai montré dans la première partie que les concepts comme phi et pi n'existent pas dans leur vie ancienne. Point. Or, quand vous faites le rapport utilisé par les Égyptiens, c'est-à-dire les fameux 9 huitièmes du cercle, vous arrivez à 3,16, pas 3,14. Donc, de nouveau, vous retombez sur un problème purement technique, c'est que votre relation entre votre coudée royale, qui n'a pas les mesures que l'on a, et le maître, et pi, elle ne peut plus fonctionner. Et c'est ça le problème, si vous voulez, parce que ça revient toujours d'un problème de méthode. Il faut partir de ce que l'on a concrètement. Ce papyrus de Rhind nous donne un élément qui est essentiel et qu'on retrouve dans les trois autres papyrus. Les mathématiques égyptiennes, et c'est ce que dit également Catherine Rossi dans son ouvrage, hein, ce sont des mathématiques pratiques. On ne cherche pas à avoir la précision, on cherche à avoir des moyens de calculer, de diviser, de fonctionner. Et c'est ça. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, en fait. Hein. C'est bien, c'est bien l'objet en fait, de notre échange. Dans ce cas-là, monsieur Leplat, il ne faut pas citer quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Ou alors, il faut dire que vous n'êtes pas d'accord. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Bon, voilà, il y a deux choses sur lesquelles je veux revenir qui sont essentielles dans cet élément. La première chose, c'est que oui, effectivement, quand on fait de l'histoire et quand on fait de l'histoire ancienne et de l'archéologie ancienne, il y a des choses qui nous échappent.
parce qu'on a un problème qui est très important, hein, ce qu'on appelle, Oui, non, mais ça, un effet de justement, source. c'est Ce qu'on appelle un effet de sur source. le travail. Quentin, je suis désolé, mais chaque fois que vous essayez de m'interrompre alors que je suis en train de parler, ce serait gentil de me laisser terminer. Alors, Je parle moins de toi, ce qu'on appelle l'effet de source. L'effet de source, ça veut dire que parfois, on a peu de sources, et donc, évidemment, ces sources sont gonflées. Et vous avez tout à fait raison de dire que dans les mathématiques égyptiennes, on a un problème, on a 4 papyrus, bon, un très complet, et qu'on est obligé de travailler avec ça. Bon, alors évidemment, ça nous donne l'état des connaissances des mathématiques à un moment donné, certes. Non, ça ne donne pas l'état. Mais l'avantage. Justement, 4 papyrus, ce n'est pas significatif. C'est là où je ne suis pas d'accord. Non, mais ça, c'est. Alors, excusez-moi, mais voilà. plus on travaille sur des sciences, sur des périodes anciennes, moins on a de documents. Hein, c'est un élément que l'on connaît parfaitement. Donc, on n'a pas l'état des connaissances. Donc, mais c'est un problème que tous les historiens connaissent. Hein. C'est ce que je suis en train de vous expliquer, l'effet de source. Simplement, moi, je montre des méthodes, des principes. C'est des méthodes qui ne sont pas du tout employées dans l'histoire actuelle. Et c'est pour ça que je voulais en parler avec toi, pour justement qu'on puisse mettre ça en perspective. Mais je n'ai pas l'objectif de te convaincre. Voilà. Mais c'est bien le problème qui est là, c'est qu'elles ne sont pas employées dans l'histoire actuelle, et pour cause, parce que ce sont des méthodes qui inventent des données. Hein. C'est de la fraude en histoire. En histoire, on ne peut pas inventer des données. L'histoire passe son temps à inventer des données. Ah bon? Bien sûr. Ah bon? Alors, je suis très, très intéressé là-dessus. Est-ce qu'on a des documents, par exemple, sur les mégalithes? Mais c'est pas l'histoire, c'est de l'archéologie. Des documents. C'est pas de l'histoire, c'est de l'archéologie. C'est une méthode différente. On parle pas de la même chose. Et moi, je parle d'archéologie dans ce cas-là. Ah oui, mais non, parce que le papyrus d'Urine, c'est l'histoire, c'est des textes. Mais la grande différence entre l'histoire et l'archéologie, c'est que l'un s'appuie sur les textes. Sur les mégalithes. De fait, tout ce que dans ce cas-là, on ne devrait pas en parler si ensuite on raisonne. Mais non. Encore une fois, vous êtes à côté des choses. Les sciences historiques, c'est 3 éléments. C'est l'histoire, l'archéologie, l'histoire de l'art. Chacun de ces éléments se sert de ces sources différentes. Et évidemment, avec des sources différentes, on a des résultats différents. Pour donner un exemple, lorsque des archéologues vont découvrir un site mégalithique, bon, je ne sais pas, il y a une zone où il y a quelques monuments mégalithiques, j'ai jamais vu de publication où les archéologues vont dire, voilà, entre ces monuments, on a telle distance et on va avoir tel azimut. Ils font pas. Ils vont étudier le monument, le décrire, regarder ce qu'il y a autour par terre, gratter, mais ils vont pas dire, voilà, entre ce monument-là et celui-là, on a tel azimut exactement, on va avoir telle mesure exactement. Donc, on ne cherche pas du tout à étudier, je dirais, l'architecture des monuments entre eux, par exemple. Ils vont étudier le monument de manière isolée, sous sa description. Et je trouve que c'est dommage, en fait, de pas, quand on a une zone où il y a plusieurs monuments, de ne pas essayer d'étudier le complexe dans sa globalité. Alors, il y a 3 raisons à ça. C'est ça qu'il faudrait peut-être, je dirais, amener en fait dans la façon de chercher sur l'archéologie. En fait. Est-ce qu'il y a des relations entre les monuments? J'entends bien. Alors, d'abord, ça se fait en archéologie, pas forcément sur les mégalithes, parce que les mégalithes, posent 3 problèmes. Le premier problème des mégalithes, c'est que ce sont des monuments dont il ne reste que les pierres pour celles qui ont été déplacées. Mais pour la plupart de ces monuments, on sait qu'il y avait des tumulus dessus. C'est très très difficile de connaître les vraies dimensions et les vrais usages de ces mégalithes. Oui, mais toujours les chambres. Une grande partie de ces monuments ont été très endommagés. Je pense à l'Angleterre, pendant tout le 11e, 12e, 13e siècle, l'Église notamment, on a détruit un certain nombre. Et puis le 3e élément, c'est que la première relation que fait un archéologue entre des monuments mégalithiques, prenons les mégalithes, ça me paraît un très bon exemple, eh bien, c'est d'abord de faire des relations de chronologie. Parce qu'on sait parfaitement dater des mégalithes grâce à des stratigraphies. Ça se fait de manière parfaite. Alors, en plus, maintenant, depuis les années 50-60, on se sert du carbone 14, donc on a des datations assez précises. Et on se rend compte que avant de faire, et c'est la fonction de l'historien, avant de faire une relation dans l'espace, on fait une relation dans le temps. Et on se rend compte, par exemple, prenons un cas classique comme Stonehenge, que Stonehenge, les relations dans le temps de l'objet Stonehenge, de la structure générale de Stonehenge, c'est d'abord que c'est un monument qui a énormément évolué. Donc, comment faire des relations dans ces monuments? On les fait d'abord sur les chronologies, on met d'abord les époques anciennes. C'est très compliqué ensuite de faire des relations. C'est vrai, il a évolué Stonehenge, mais il n'a pas changé de place. Et mais les cercles ont changé. Les cercles ont été rajoutés ou enlevés. Les avenues professionnelles ont également changé. Et l'emplacement des cercles. Non, parce qu'il y a une différence.
parce qu'il y a une différence entre le 1er et le 2e siècle de Stonehenge, hein, d'une part, hein, et puis deuxième élément, en plus de cette différence, hein, il y a des avenues processionnelles qui ont été retrouvées. Même chose, hein, Stonehenge, c'est relativement bien connu en datation parce que il se trouve qu'il y a un certain nombre de corps, hein, qui ont été laissés, et ça pour évidemment le carbone 14 aime beaucoup trouver des os, donc on sait que l'usage de Stonehenge est très long et que les premières versions de Stonehenge et les dernières versions de Stonehenge sont assez différentes, hein. Les cercles, ils n'ont pas c'est tous été différent, construits au sauf que départ. l'emplacement du centre de Stonehenge n'a pas bougé. Quel centre? Attendez, centre de Stonehenge, Stonehenge, si tu veux, tu as un cercle de pierre, tu as un cercle de trou de poteau qui est plus présent aujourd'hui. Et si tu veux, ces monuments, tous les monuments de Stonehenge, globalement, ont été identifiés. Et les monuments qui sont autour, si tu veux, c'est pas très gênant, si tu veux, s'il y a un décalage dans le temps. Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'il reste. Si, je suis désolé, Quentin, c'est très gênant quand il y a un décalage dans le temps. C'est très gênant. Mais sûr que non. Imaginons tu as un monument qui reste en place. Il reste en place, il est là. Et une civilisation 200 ans plus tard, qui a toujours à peu près la même culture, va décider de disposer un autre monument et de le mettre en relation avec l'existant. Donc il n'y a aucun problème à ce qu'un monument soit en relation, même s'il y a 200 ans ou 300 ans d'écart. Ça pose aucun problème pratique. D'abord, encore une fois, visible, ça pose aucun problème. D'abord, encore une fois, ça pose un problème parce que 200 ans d'écart, c'est 6 générations. Hein, oui, attendez, je termine. 6 générations à l'échelle du mégalithe. Non. 6 générations, ça veut dire que la mémoire orale a changé. Et puis, pour Stonehenge, c'est pas 200 ans d'écart. Hein. C'est des différences de 1200 ans à 3000 ans de mémoire orale continue. Si on observe les principes d'architecture... On recommence. Les principes d'architecture. Oui. Sur toute la période où il y a eu l'érection à Karnak, ça a duré à peu près 2000 ans. Oui. Les principes d'architecture sont exactement les mêmes pendant 2000 ans. De fait, il y a une continuité. Mais si, parce que tu ne connais pas les principes d'architecture de Karnak. Donc, il y a une continuité dans l'architecture qui s'observe pendant 2000 ans. Alors, vous trouvez... s'observe pendant 2000 ans, si tu veux, ça montre bien qu'il y a une capacité de ces peuples-là à venir continuer le travail des uns et des autres, de génération en génération. Que la région de Karnak, pour des raisons diverses et variées, ait été employée pendant très longtemps, on est d'accord. Que l'on se serve durant cette longue période de systèmes de pierre que l'on érige, on est bien d'accord. Maintenant, de dire qu'il n'y a pas de variation sur les divers types et les divers ensembles de Karnak, je pense que c'est un peu... Dans les principes géométriques, dans les principes d'architecture et d'astro-géométrie. Voilà. C'est quoi les principes géométriques? Alors, allons-y, c'est quoi les principes géométriques de Karnak? Le principe géométrique de Karnak, c'est le quadrilatère de Krukuno, que tu connais peut-être. Alors, je vais te le montrer, peut-être une photo, une illustration. Le quadrilatère de Krukuno, c'est un rectangle de pierre qui est, si vous voulez, on connaît les cromlechs. Les cromlechs, c'est des cercles de pierre. Mais à Krukuno, il y a un rectangle de pierre. Voilà, on appelle le cromlech de Krukuno. Ce cromlech, il est orienté sur les axes cardinaux. Et les proportions de ce cromlech, c'est 3 par 4. Donc la diagonale vaut 5. C'est en gros, si tu veux, c'est 2 triangles de Pythagore, 3, 4, 5, mis ensemble pour former un rectangle de proportion 3 par 4. Comme il est orienté sur les axes cardinaux, il se trouve qu'à cette latitude-là, l'axe solsticial, c'est exactement la diagonale de ce quadrilatère. Donc ça, c'est un exemple concret, matériel, de principe astro-géométrique qu'on peut vérifier sur le terrain. Mais sur un objet. Et oui. Mais non, mais pas sur tous. C'est également le cas du Magno. Le système mégalithique du Magno, pareil, reprend le même principe, où on va disposer des pierres de manière à faire apparaître l'angle du triangle 3, 4, 5 et le solstice. Donc c'est des sites que tu ne connais pas, donc je comprends que ce n'est pas évident. Les pierres sont érigées très bien, sauf qu'il n'y a pas que des pierres. Les mégalithes, c'est ce qui reste après que le sol a été lessivé. Là-dessus, il y avait des montées de pierre, pas de tumulus. Oui, d'accord. Mais alors, tous les éléments, je ne suis pas certain, alors je ne suis pas sûr de plus ce que je dis, mais je ne suis pas certain que tous les éléments de pierre de la région de Karnak soient montés sur un triangle 3, 4, 5. Je ne suis pas certain du tout. Ah non, pas tous. Les grands éléments de Karnak, c'est la moitié de l'angle. C'est le principe 1 sur 3. D'accord. Je ne sais pas si donc, tu connaissais pas ça. tous. Je vais le montrer quand même parce que c'est intéressant pour l'auditeur. Donc ça, Quentin, juste, si pas tous, ça veut dire que votre principe, il n'est pas valable. Et si, justement, tu vas comprendre pourquoi en fait, c'est un principe intéressant. Ça ne prouve absolument pas que le triple carré soit vraiment utilisé. C'est simplement vous qui faites une construction sur ce triple carré et qui ensuite en déduisez que c'est un élément logique. Or, justement, les archéologues ne vont pas faire ça. Les archéologues, ils partent de ce qu'ils ont. Les archéologues, ils partent de ce qu'ils ont. Ils ne vont pas déduire que tout d'un coup, il y a un élément comme ça de triple carré s'il n'y a pas de marquage au sol.
Bon. Et en plus, C'est quoi toute la zone n'a pas été les fouillée. alignements, c'est Toute le la marquage au zone. sol. Mais non. C'est quoi l'alignement? Mais non, je suis L'alignement, désolé. il marque la diagonale. Mais C'est pas un marquage au sol? Quentin, toute la zone n'a pas été fouillée. Est-ce que tout votre triple carré a été fouillé? Oui ou non? Non, mais Bon, on a quand même la alors diagonale qui est appliquée. donc, est-ce que vous ne savez pas si quelque part, il traîne, je ne sais pas moi, deux cercles quelque part qui vont totalement fausser votre théorie? Mais en Votre quoi ça théorie, fausserait s'il y avait deux cercles? mais parce Ici, qu'elle on est a purement deux fils théorique. de ligne. Ça fausserait Non. pas, je veux dire. Mais non, Ce sont des fils de ligne. Mais non, peut-être qu'il y avait un alignement ailleurs. Vous mettez un triple carré, qui est encore une fois une figure qui est facile à mettre. Hein, je veux dire, c'est très Vous simple. pouvez pas la prenez mettre un partout, élément. Bon, C'est là où je suis pas d'accord avec vous. On peut pas la mettre supposez qu'il est employé de manière consciente. Mais non. Mais le problème, c'est que vous faites des corrélations. Vous faites des corrélations qui ne sont pas des démonstrations. Hein. Une corrélation, c'est pas un élément de démonstration. Hein. Vous prenez une cathédrale quelconque, vous dites que elle est principe, vous la coupez en carré. Bah oui, évidemment, c'est un rectangle. Non, mais Un rectangle, là, vous vous le êtes en train de dire que ceci est une construction aléatoire, c'est ça? Non, je ne dis pas que c'est une construction aléatoire. Je dis que c'est une corrélation. Mais non, je ne dis pas que c'est une construction aléatoire. Je dis que c'est une corrélation. Dans cette direction-là, par rapport aux axes cardinaux, vous pensez que c'est quelque chose d'aléatoire, d'un coup de chance. Je pense que c'est une corrélation et que ce n'est pas une démonstration, parce que vous n'avez pas les moyens de démontrer que ce triple carré soit vraiment utilisé par les mégalithes. Et c'est sous le problème de méthodologie que je pointe, c'est que vous construisez des batteries de chiffres, des batteries de figures, hein, alors qu'est-ce qu'on fait qui s'appuient uniquement sur votre bon vouloir, à savoir de faire des corrélations. Or, en archéologie et en histoire, on ne peut pas faire de ce type d'éléments. Ça s'appelle créer des données. C'est une création de données. Et une création de données, ça s'appelle du bidonnage. Et donc, vous inventez des données. Angkor Wat, c'est un temple qui n'est pas dépendant du Grand Mébone. On est désolé, hein, c'est pas du tout la même période. Hein, il s'est passé. Mais ça, on est bien d'accord. Mais oui, mais donc la relation n'existe pas. C'est juste une corrélation. C'est une relation que vous induisez, mais qui n'a pas de réalité historique. Si vous voulez, c'est comme si vous me disiez que vous trouvez un angle de temps entre la pyramide de Gizeh et le Vatican. Je dis, bah oui, ok, et alors il n'y a pas de relation historique entre les deux. Et c'est la même chose. Là, il y a 300 ans d'écart. Il y a 300 ans d'écart, c'est beaucoup 300 ans d'écart, sur des techniques qui sont différentes, sur des usages qui sont différents. C'est pas ça, hein. Ça ne peut pas fonctionner. Pas de même technique ou autre. Alors, comment me demander, je vous écoute. La question que tu me poses, Alexis, c'est comment les peuples mégalithiques, en moins 4000, auraient diffusé leurs connaissances chez les Khmers, en gros en l'an 1000. Mais je n'ai pas la réponse. Alors, pour ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est une corrélation. Or, oui, si tu veux, le fait que vous mettiez en relation le fait que vous mettez en relation des mégalithes entre elles dans un secteur, si vous n'avez pas commencé par faire la relation chronologique, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont été mis à la même époque? Parce que s'ils ont été mis à la même époque, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intention de les mettre à la même époque. C'est ça le problème. Bien sûr que non, ce n'est pas un problème. Mais c'est énorme comme problème, vous ne vous rendez pas compte. Il y a un moment donné, si les gens connaissent ce site-là, s'ils connaissent ce site-là et que ce site-là est resté sacralisé pendant longtemps, à un moment donné, ils viennent terminer l'ouvrage et donc ils vont continuer en respectant les mêmes principes. Ça pose aucun hypothèse. De plus, vous lancez une nouvelle hypothèse. Vous lancez une nouvelle hypothèse. Votre hypothèse, c'est que le site est resté sacré pendant très longtemps. C'est une hypothèse. Oui, mais c'est une hypothèse. Ce n'est pas démontré. Vous ne démontrez pas. Ça se démontre justement parce que les principes géométriques viennent le confirmer. Ah bah non, ça s'appelle un raisonnement circulaire. Non, ça s'appelle un raisonnement circulaire. C'est votre hypothèse, c'est que c'est un site sacré qui est démontré parce qu'il est géométrique et il est sacré et parce qu'il est géométrique, on va le refaire de la même manière. Ça s'appelle un raisonnement circulaire. Ça ne fonctionne pas en histoire. Pas du tout. Si vous prenez toutes les mesures, si vous prenez tous les monuments, c'est pas quelque chose où vous ne triez pas. Vous prenez tout. Quand vous prenez tout et vous regardez s'il y a des relations géométriques entre ces éléments. Et si vous en trouvez un certain nombre qui vont sortir d'un cadre aléatoire, dans ce cas-là, vous pouvez dire qu'effectivement, il y a une intention de disposer les choses avec de la géométrie. Et Angkor Wat, c'est flagrant et c'est indiscutable. Mais non, c'est complètement... Non, ce que vous dites sur Angkor Wat est absolument... Mais non, c'est pas flagrant du tout. Bien sûr que si, mais je sais bien que pour vous, c'est impossible. Mais ça ne me gêne pas que ce soit impossible pour vous. Je sais très bien que l'auditeur, c'est très clair. Allez sur Angkor Wat, allez sur le site d'Angkor Wat, et vous regarderez comment les éléments sont disposés. Et surtout... Il n'y a pas besoin d'y aller, il suffit d'aller vue du ciel. Sur Google Earth, les gens peuvent aller voir, c'est absolument pas suffisant. Mesurer les proportions des différents lacs, essayer de relier les temples et voir qu'en fait on a des angles redondants qui sont triple carré. Vous allez construire des données. Les diagonales des temples sont également orientées sur des principes simples. Enfin, c'est extrêmement simple. Moi, franchement, je pense que je pourrais. Si on avait le temps, je pourrais vous montrer d'autres choses.
vous posez le même problème qu'au départ. tout le monde Vous peut posez le vérifier. même problème qu'au départ. C'est un problème ensuite de source. Hein. Non, C'est-à-dire mais qu'au lieu de tout prendre les est sources. disposé de cette manière-là, Alexis, est-ce que vous avez besoin de sources? Si toutes Mais les bien sûr qu'on a pyramides besoin sont de sources. carrées, C'est comme ça qu'on travaille en est-ce que vous histoire. avez besoin des sources pour dire que les pyramides sont carrées? Mais attendez, ça n'a rien à Non, voir. c'est pour ça qu'on n'a pas Est-ce que vous avez besoin de besoin sources de sources et de quelqu'un qui pour vous le dire que l'eau est dit. incolore? Mais non. Je suis désolé de couper. Moi, je trouve ça passionnant. Il y a plein de choses à dire. Vous n'êtes pas d'accord. On vous mettra pas d'accord, visiblement. Non, mais c'était Voilà. pas mon but, J'espère hein. que vous aurez réussi à dialoguer malgré vos Oui, Oui, différences. je Hein. pense. Hein, Alors non, je trouve dommage parce que je trouve qu'Alexis parle beaucoup trop, était extrêmement speed, je trouvais.